Bonsoir à tous, il est 18 h. Je pense qu'on va démarrer d'ici quelques secondes. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Est-ce qu'on voit également les panélistes, les intervenants? Ok, très bien, merci. Donc, merci à toutes et tous d'être nombreux présents ce soir. Le sujet de ce webinaire, ça va être de vous présenter le dispositif d'aide de la Ville de Paris pour la rénovation énergétique des copropriétés, donc le dispositif Éco-Rénovons Paris Plus. Donc, on va passer environ 1h30 ensemble. Donc, les intervenants pour ce soir, hop, je passe à la slide suivante. Eh bien, il y a Anne-Sophie Pouzol et moi-même, Elisabeth Flichy de l'Agence parisienne du climat. Donc, Anne-Sophie, vous ne la verrez pas, mais c'est elle qui va s'occuper tout au long du webinaire de répondre à vos questions à travers le chat. Vous avez également Juliette Deux, chef de projet Éco-Rénovons Paris Plus chez Solia. C'est elle qui vous présentera donc le dispositif ce soir. Ensuite, nous aurons l'intervention de Monsieur Marocero, qui témoignera de la rénovation énergétique de sa copropriété dans le 14e arrondissement. Donc déjà, merci à tous les deux de votre présence ce soir. Avec plaisir. Bonjour à tous. Et puis Bonjour. ensuite, nous aurons un temps de questions-réponses à partir des questions que vous aurez écrites dans le chat. Alors, un petit rappel sur les points techniques. Dans ce webinaire, vous n'avez pas votre caméra ni votre micro. C'est pourquoi toutes les questions que vous souhaitez poser, vous les posez dans le chat en cliquant sur la petite rubrique Q et R, comme vous le voyez là à l'écran. Par ailleurs, vous recevrez, Anne-Sophie vous fera passer un questionnaire de satisfaction que vous pourrez remplir au cours du webinaire. Et en remplissant ce questionnaire-là, ça vous permettra également de recevoir le PowerPoint de la présentation qui vous sera présentée ce soir. Alors, on va démarrer en vous présentant l'Agence parisienne du climat, puisque c'est l'Agence parisienne du climat donc, qui, ce soir, organise ce webinaire. L'Agence parisienne du climat, l'APC, c'est une association qui a été créée en 2011 à l'initiative de la ville de Paris pour soutenir la mise en œuvre du plan climat à Paris et informer, accompagner les Parisiens et les Parisiennes dans leur démarche de rénovation énergétique et de démarche en faveur de la transition écologique. Donc, il y a plusieurs sujets qui sont abordés à l'APC, mais celui qui nous occupe particulièrement et dont on va parler ce soir est celui du bâtiment et de l'accompagnement sur la rénovation du bâtiment et la limitation des dépenses énergétiques. Donc, ce service vous accompagne gratuitement, aussi bien les copropriétaires que les syndics dans leurs projets de travaux. L'APC est également membre du réseau France Rénov'. Donc là, c'est un accompagnement plus spécifique pour les particuliers au niveau de leur logement. Et l'accompagnement Coach CoPro, c'est l'accompagnement spécifique pour les copropriétés et l'APC anime un réseau national pour cet accompagnement Coach CoPro. Donc, notre accompagnement des conseillers et conseillères APC, c'est vraiment être un tiers de confiance, mobiliser, accompagner, conseiller et informer de manière neutre, indépendante et gratuite les Parisiennes et les Parisiens. Alors, avant de laisser la place à Juliette Deux pour présenter le dispositif, le sujet qui nous occupe ce soir, je vais vous présenter un petit peu les étapes de la réalisation d'une rénovation énergétique pour que vous compreniez bien à quel moment ce dispositif Éco-Rénovons Paris Plus intervient dans un projet.
Donc, vous avez donc là ces grandes étapes. La première étape, c'est de définir et d'évaluer quels sont les besoins de la copropriété. Donc, c'est à ce moment-là que vous pouvez inscrire votre copropriété sur Coach CoPro et accompagné par un conseiller, une conseillère, on verra avec vous quel est votre besoin et qu'est-ce qui serait utile et nécessaire pour votre copropriété. Souvent, on va vous recommander de passer par un audit qu'on appelle le diagnostic technique global, le DTG, qui va vous permettre d'évaluer un petit peu plus précisément quel est ce besoin. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Et il y a une aide de la Ville de Paris pour cela. On le verra plus tard, pardon. Troisième étape, ça va être de travailler sur la conception du programme de travaux. Donc, c'est ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre conception avec un architecte pour préciser, suite au scénario du DTG, vers quel projet de travaux la copropriété souhaite s'engager. Ensuite, on va avoir évidemment la phase de travaux et enfin le suivi des travaux. Donc, comme vous le voyez sur ce schéma, à chaque étape, on a une assemblée générale, ce qui fait que ce sont des projets qui durent quand même en général 3 ou 4 ans au total. Donc, concernant, hop, si vous avez, est-ce que je suis passée, hop, excusez-moi. Est-ce que vous voyez ma dernière slide? Ok, très bien. Donc la démarche d'Éco-Rénovant Paris Plus, elle va se situer en général à la fin du DTG avant de commencer la phase de conception des travaux. Donc voilà pour cette introduction. Je laisse maintenant la parole à Juliette Deux, donc chef de projet à Solia sur le programme, pour nous présenter ce dispositif. Donc, je vais arrêter ce partage d'écran et Juliette, je vais te laisser partager le tien. Ouais, merci Elisabeth pour cette présentation. Et donc, je vais également vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien? Oui, mais il n'est Est-ce pas que en tout plein le monde écran. voit? Voilà, parfait. Très bien. Très bien, très bien. Donc effectivement, moi je suis là pour vous parler du dispositif Éco-Rénovons Paris Plus. Donc tout d'abord, quelques éléments de contexte. Donc c'est un dispositif qui s'inscrit dans la mise en œuvre du plan climat de la Ville de Paris. Donc depuis 2007, dans ces plans climat successifs, la Ville de Paris formalise des objectifs de réduction des consommations énergétiques et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, les plans climat successifs, en fait, nous disent que pour atteindre les objectifs fixés de neutralité carbone et de ville résiliente à l'horizon 2050, il faut diminuer les consommations énergétiques donc du parc de logement de 50% d'ici 2050. Et ça, donc, ça implique d'atteindre un rythme de rénovation de 40 000 logements privés par an avec un gain énergétique moyen de 50% à partir de 2030. Donc, en l'occurrence, ce dispositif Éco-Rénovons Paris Plus, c'est une action phare du plan climat de la ville de Paris parce qu'il cible le parc résidentiel privé en copropriété qui représente 75% des logements de la capitale et 40% de ses consommations énergétiques. Et donc, ce dispositif est doté d'un budget d'investissement d'environ 60 millions d'euros pour rénover donc autour de 23 000 logements d'ici 2026, puisque c'est un dispositif, un marché public d'une durée de 4 ans. Et petit chiffre également, donc à avoir en tête, intéressant, c'est qu'en 2018, on comptabilisait plus de 50% donc des copropriétés parisiennes avec une étiquette énergétique E, F ou G. Donc, il y a vraiment un enjeu de rénover de manière massive les copropriétés du territoire parisien. Ensuite, donc on va pas là rentrer, je vais pas rentrer dans l'hyper détail, mais sachez que donc la ville de Paris intervient dans le cadre de dispositifs pour rénover les copropriétés depuis 2008, dans le cadre de différents dispositifs.
qui ont été à différentes échelles géographiques et également sur des, parfois pour certains de ces dispositifs, sur des thématiques bien particulières, comme par exemple le bâti ancien ou plus ciblé sur l'accompagnement à l'audit. Mais depuis donc 2016, donc 3 dispositifs donc ont été lancés pour accompagner sur tout le territoire parisien les copropriétés. Pour accompagner donc les copropriétés dans leurs projets de rénovation. Donc Éco-Rénovons Paris 1, on peut l'appeler Éco-Rénovons Paris 1 de 2016 à 2020. Ensuite, un marché de 2 ans de 2021 à 2022. Et enfin, donc le dispositif Éco-Rénovons Paris Plus dont on parle aujourd'hui, qui a démarré donc en septembre 2022 et qui va se terminer en 2026. Donc, en bref, qu'est-ce que c'est que ce dispositif? Donc, comme je viens de vous le dire, donc c'est un dispositif lancé par la Ville de Paris avec, différents partenaires également, donc impliqués dans ce dispositif. Donc l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, entre autres, mais également l'Agence parisienne du climat. On travaille également, en lien avec les collaborateurs et les élus, des mairies d'arrondissement, qui sont impliqués, donc dans la mise en place de ce dispositif. L'objectif, c'est d'aider les copropriétaires à réaliser des travaux d'amélioration énergétique, mais aussi environnementale, de leur immeuble. Tous les immeubles d'habitat privé, donc toutes les copropriétés, parisiennes sont éligibles et l'accès au programme, on va le voir un petit peu après, se fait via l'Agence parisienne du climat. C'est la porte d'entrée du dispositif et donc par la suite de cet accompagnement de l'Agence parisienne du climat, donc des opérateurs ont été, désignés par la Ville de Paris pour accompagner les copropriétaires. Donc en l'occurrence, ces opérateurs sont Urbanis et Solia. Et donc, bah, quel intérêt, pour les copropriétaires, d'intégrer ce dispositif? Donc tout d'abord, ils vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement, neutre, et personnalisé, gratuit à toutes les phases du projet de rénovation et dans un deuxième temps, l'intégration à ce dispositif peut permettre d'être éligible à des aides financières, pour les travaux qui viennent s'ajouter, aux aides de droit commun déjà existantes et peuvent également permettre de bénéficier, d'aides pour des études complémentaires ou, on va en parler après, mais des missions d'AMO complémentaires à l'accompagnement des opérateurs. Si jamais, vous êtes intéressé, donc comment faire pour pouvoir être accompagné? Donc la première étape, c'est de s'inscrire sur le Coach CoPro. Donc le Coach CoPro, c'est une plateforme de l'APC, de l'Agence parisienne du climat. Et donc la première étape, c'est l'inscription sur ce site internet. Vous pouvez être plusieurs au sein de la copropriété, votre syndic à vous inscrire et donc derrière, c'est le conseiller référent de votre arrondissement qui vous, recontactera, pour démarrer, l'accompagnement de votre copropriété. Hem, Ensuite, donc bah, l'APC vous accompagnera, on va également le voir dans la slide suivante, mais pour identifier, vos besoins et vous aider à mobiliser, les copropriétaires dans, le lancement d'un projet global de travaux à l'échelle de votre copropriété et donc dans cette phase-là, c'est un conseiller de l'Agence parisienne du climat qui vous accompagnera et qui va pouvoir présenter en fonction donc de l'avancement et de la confirmation de la poursuite d'un projet global à l'issue, de l'audit, qui va pouvoir proposer, votre copropriété, pour intégrer le dispositif, Éco-Rénovons Paris Plus. Donc ça se passe lors de commissions d'intégration et donc en l'occurrence, donc on a bien précisé que ce dispositif était ouvert à toutes les copropriétés parisiennes. Il y a quand même toutefois quelques, on va dire, critères à remplir. Mais qui seront confirmés en fait à l'issue de l'audit. Donc c'est tout l'intérêt de cette première phase d'accompagnement, c'est de confirmer, bah, l'existence d'un potentiel d'amélioration, énergétique, globale à l'échelle de la copropriété et la confirmation, bah, d'une volonté collective, d'engager un programme de travaux, global. Puisqu'effectivement, il est nécessaire que voilà, si ce projet, est porté seulement par un ou 2 copropriétaires au sein de la copropriété, ça ne suffit pas forcément
à pouvoir poursuivre le projet. Donc, sur la base de ces 2 critères, la copropriété pourra intégrer le dispositif Éco-Rénovons Paris+. Ensuite, donc, on l'a dit, la première étape de l'accompagnement, enfin les premières étapes, donc, ce sera l'APC qui va accompagner donc les instances de la copropriété dans le début du projet de rénovation globale de la copropriété. Donc la question à ce stade, c'est quels sont effectivement vos besoins et comment créer une dynamique dans la copropriété autour du projet de rénovation. Donc en l'occurrence, le conseiller ou la conseillère vous assistera à la rédaction du cahier des charges du diagnostic technique global ou DTG, vous aidera également dans la consultation d'équipes de prestataires, vous aidera à présenter les conclusions du diagnostic également aux copropriétaires et vous assistera dans le choix du scénario de travaux et présentera donc votre copropriété pour intégrer en comité pour intégrer Éco-Rénovons Paris+. Et donc, on en a parlé également rapidement, mais donc le conseiller APC pourra également, enfin vous aidera et mobilisera en fait, déposera une demande de chèque audit qui existe actuellement sur le territoire, donc de 5 000 € et vous assistera également dans la demande de paiement à de cette aide financière à la fin de la prestation et selon effectivement, votre, état d'avancement dans l'intégration du dispositif, il pourra également être amené à réaliser et à transmettre, avec vous la demande de chèque maîtrise d'œuvre de la métropole du Grand Paris. Donc ça, c'est une aide financière cette fois-ci, pour vous aider à financer donc la maîtrise d'œuvre de conception de votre projet, qui est de 10 000 € et qui intervient donc, en gros au moment du vote de la maîtrise d'œuvre de conception. Ensuite, donc une fois que votre copropriété, si elle intègre le dispositif Éco-Rénovons Paris+, vous serez accompagné cette fois-ci non plus par l'APC, mais par les opérateurs du dispositif. Donc en l'occurrence, ça se passe dans le cadre d'un marché public, hein. Donc la ville de Paris a désigné les opérateurs qui sont Solia, Grand Paris et Urbanisme pour accompagner les copropriétés intégrées dans le dispositif à la suite de l'Agence parisienne du climat. Et la répartition, voilà, se fait de manière géographique, comme vous le voyez sur la slide, entre Urbanis et Solia Grand Paris. Ensuite, donc, on l'a précisé, donc l'opérateur vous accompagnera à chaque étape de la rénovation énergétique de votre copropriété. Elisabeth, en introduction, a rappelé les grandes étapes d'un projet de rénovation, donc je vais aller assez rapidement, mais donc la première étape, c'est la phase de diagnostic global, DTG. Ensuite, vient la phase de maîtrise d'œuvre, puis la préparation et le vote des travaux. Ensuite, la préparation des travaux et du chantier. Ensuite, les travaux sont réalisés et réceptionnés et voilà, et donc à la fin, vous pouvez effectivement constater les économies d'énergie et potentiellement aussi le gain en termes de confort à l'issue de ces travaux. Et donc tout au long de ces différentes étapes, donc l'opérateur va vous accompagner et va donc à la fois sur la partie financière, mais également vous accompagnera sur tout un volet administratif et également sur un volet technique. Donc en ce qui concerne l'accompagnement financier et administratif, donc l'opérateur va réaliser une enquête d'éligibilité qui sera déployée auprès donc des propriétaires occupants, des propriétaires bailleurs et également à destination des locataires, qui permettra donc d'identifier l'éligibilité de votre copropriété aux aides collectives, mais également à d'éventuelles aides individuelles. Donc ça, on rentrera dans le détail un petit peu plus tard. L'opérateur présentera également aux instances de la copropriété, mais également à destination de tous les copropriétaires, les aides financières mobilisables dans le cadre du projet de travaux et affinera les estimations
jusqu'au vote, puisque évidemment, ça va évoluer en fonction de la précision du programme de travaux et au fur et à mesure que des chiffrages de plus en plus précis seront obtenus. L'opérateur constitue également et dépose auprès des financeurs les dossiers de subventions individuelles et collectifs et il assure le suivi administratif des dossiers déposés jusqu'au paiement des aides, donc en l'occurrence qui intervient à la fin des travaux. Et il assure également un accompagnement technique, donc accompagnement notamment dans le choix de la maîtrise d'œuvre, donc dans la rédaction du cahier des charges, le lancement de l'appel d'offres et l'analyse des offres, dans la définition technique du projet également, et en particulier, il va vérifier la prise en compte des exigences des organismes financeurs. Il va assister la copropriété et le maître d'œuvre dans l'obtention des autorisations administratives. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? On entend tout particulièrement les demandes d'empiètement qui seraient nécessaires, notamment en cas d'isolation par l'extérieur sur les copropriétés voisines, mais également les autorisations d'urbanisme et notamment donc, la déclaration préalable de travaux donc, qui est nécessaire lorsqu'on modifie les façades du bâtiment, donc, notamment en cas d'isolation par l'extérieur. Et l'opérateur va également assister donc, le syndic et la copropriété dans le suivi du chantier et la réception des travaux et demandera également donc les aides à la fin de ces derniers. Et ce que je voudrais vous dire également concernant cet accompagnement, c'est que l'opérateur a vraiment un rôle de facilitateur en fait, entre tous les prestataires et tout simplement tous les intervenants en fait, qui gravitent autour du projet de travaux. Et donc l'idée, c'est de pouvoir, voilà, aider, avoir une vision globale du projet et aider tous les acteurs à dialoguer dans le cadre de ce projet global. Ensuite, alors quelles sont, les interventions possibles? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est finalement, un projet de rénovation énergétique et environnementale? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, ça va concerner, donc en tout cas pour pouvoir être éligible aux aides, il va falloir que ça soit des travaux, qui soient votés en assemblée générale, donc soit des travaux en partie commune, soit des travaux privatifs, d'intérêt collectif, votés en assemblée générale. Et donc l'idée en fait, c'est de pouvoir mettre en œuvre un programme de travaux cohérent et adapté aux besoins de chaque copropriété, qui permettent de faire réellement baisser les consommations énergétiques. Et donc les postes d'intervention donc peuvent soit porter, sur l'enveloppe du bâti, donc là en l'occurrence, il peut s'agir de l'isolation des combles ou de la toiture, de l'isolation par l'extérieur des façades, façades sur rue, façades sur cour, pignons, cours, courettes. Il peut également s'agir du remplacement des menuiseries en partie commune ou en partie privative et la pose donc de double vitrage et également de volets roulants. Ou d'ailleurs de volets d'un autre type, ce qui peut également jouer sur le confort d'été. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup du confort d'hiver, mais il ne faut pas non plus oublier le confort d'été. Ensuite, on peut également intervenir au niveau donc des systèmes et notamment des systèmes de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Donc là, il peut s'agir de changer, de mode de chauffage ou d'améliorer, ses performances. Donc, il peut s'agir du remplacement du système de production, donc des chaufferies ou des ballons, d'eau chaude par exemple, le calorifugage des réseaux, la mise en place de robinets thermostatiques par exemple et il y a également d'autres, enfin voilà, d'autres choses, possibles. Heu, Ensuite, il ne faut pas oublier, la qualité de l'air puisque quand on isole un bâtiment, on va aussi augmenter donc, son étanchéité, notamment à l'air. Donc il est, essentiel d'inclure dans ce cas-là, dans les travaux prévus, une amélioration de la ventilation dans la grande majorité des cas. Heu et enfin donc, là on a balayé un peu le spectre
des postes qui permettaient donc des postes qui permettaient de faire des économies d'énergie, mais le dispositif a aussi pour vocation à encourager, l'amélioration environnementale, au sein de, enfin dans les projets globaux de travaux. Donc là, dans ce cas-là, il peut s'agir de postes concernant la végétalisation des immeubles, en toiture, en façade par exemple, tout ce qui concerne la désimperméabilisation des sols ou la récupération des eaux de pluie. Elle encourage également l'utilisation de matériaux biosourcés. On le verra par la suite. Donc, il y a des aides financières également liées à ces postes de travaux-là. Voilà, donc l'intérêt aussi de partir sur un programme de rénovation globale et de ne pas faire, si vous voulez, du coup par coup, c'est que ça permet, on l'a dit, mais d'avoir un programme de travaux cohérent et de faire les choses dans le bon ordre. Parfois, on peut faire les choses dans le mauvais ordre. Les travaux seront globalement mieux suivis puisqu'une maîtrise d'œuvre sera missionnée pour suivre les travaux. Ça peut également permettre de faire des économies d'argent en fait, d'échelle. Par exemple, voilà, si on fait en même temps, si on isole, la toiture et les façades, voilà, on aura besoin, d'un échafaudage, enfin voilà, en une seule fois par exemple, alors que si on le faisait en 2 temps, il faudrait payer 2 fois les échafaudages. Et également un point majeur, c'est que l'intérêt de partir sur un programme de rénovation globale, ça va permettre d'ouvrir, le droit à des aides financières qui sont notamment conditionnées sur un gain énergétique minimum. Donc si on fait les travaux au coup par coup, ça limite l'accès, à ces aides financières, en tout cas dans la manière dont elles sont conçues aujourd'hui. Ensuite également un petit point sur l'AMO, donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage, proposée, par l'opérateur, mais j'en ai pas, forcément parlé là jusqu'à maintenant. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre du dispositif, la copropriété donc peut bénéficier de l'accompagnement, donc de l'AMO gratuite de l'opérateur, mais il peut également faire le choix d'être accompagné par une autre AMO de son choix, tant qu'elle respecte, un certain enfin voilà, certaines conditions, enfin certains cahiers des charges. Et dans ce cas-là, la ville, subventionnera une partie de cette AMO. Voilà, donc ça peut être par exemple parce qu'une copropriété a travaillé avec une entreprise, au stade de l'audit, que cette dernière a fait une offre pour la maîtrise d'œuvre et également une offre pour l'AMO d'ingénierie financière. La copropriété peut faire le choix, d'être accompagnée dans ce cas-là par cette AMO et l'opérateur dans ce cas-là, sera quand même présent pour suivre l'avancement de la copropriété, mais sera, principalement, on va dire, en lien avec l'AMO pour ne pas, multiplier les interlocuteurs, auprès des instances de la copropriété. Donc ça, c'était important que je vous le précise. Et après, bah, pourquoi, une AMO? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est obligatoire pour pouvoir bénéficier des aides collectives de l'ANA et de la Ville de Paris. L'AMO sera notamment, garant, voilà, de l'atteinte des critères, demandés par les financeurs dans le cadre des subventions qui pourraient être mobilisées. Mais par ailleurs, on l'a dit, il a un peu un rôle de chef d'orchestre, qui s'avère précieux, notamment, bah, parce qu'un projet de rénovation globale au sein d'une copropriété, on l'a dit, ça prend du temps. En moyenne, c'est 4-5 ans entre le vote du DTG et le vote des travaux. Ça engage des dépenses conséquentes pour les copropriétaires, donc c'est important de pouvoir communiquer au sujet de ces aides en amont et régulièrement. Voilà, en termes de mobilisation également, il peut être un soutien auprès des instances de la copropriété, même si le conseil syndical et le syndic, seront et ou d'ailleurs le groupe projet qui peut être constitué, dans le cadre du projet de rénovation, voilà, enfin, il est nécessaire voilà, que les instances soient mobilisées évidemment à chaque phase du projet de rénovation. Puisque un des critères d'intégration dans le dispositif, c'est, bah, la volonté, voilà, de mener ce projet, à terme. Ensuite, donc je vais, désormais vous parler des aides mobilisables.
Comme vous le voyez un petit peu sur ce graphique, mais également comme vous le savez, il y a beaucoup d'aides, c'est complexe. C'est aussi pour ça, voilà, que la ville de Paris propose cet accompagnement gratuit dans le cadre du dispositif pour, vous aider à y voir plus clair à chaque phase du projet. Donc globalement, pour essayer quand même de vous présenter les choses, il y a 2 types d'aides. Les aides collectives qui sont, attribuées à l'ensemble du syndicat des copropriétaires et reversées à tous les copropriétaires en fonction de leur tantième. Il y a également des aides individuelles pour certains propriétaires occupants, en fonction donc de leurs revenus, sous conditions de ressources. Heu, Parmi les aides collectives, on peut différencier 2 types d'aides également. Les aides pour les études et les prestations, voilà, les prestations d'accompagnement et les aides aux travaux. En ce qui concerne, les aides, aux études, donc on en a parlé, il existe un chèque audit pour, aider financièrement et encourager le vote de l'audit, qui est la première phase du projet de rénovation, enfin d'un projet de rénovation globale. Il y a également un chèque maîtrise d'œuvre attribué par la métropole du Grand Paris, hem, pour, encourager cette fois-ci à passer à la phase suivante qui est le vote de la mission, conception. Et ensuite donc les certificats d'économie d'énergie, donc ça ce sont des aides qui concernent, les travaux à proprement parler. Tout comme l'aide performantielle ERP+, donc qui est l'aide collective spécifique au dispositif, donc qui ne peut être accordée que pour une copropriété qui fait partie du dispositif Éco-Rénovons Paris+, et l'aide MaPrimeRénov' copropriété, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, qui est une aide, nationale, pour encourager la rénovation énergétique des copropriétés. Et pardon, j'ai oublié une aide pour les études, donc c'est une aide pour, l'AMO et des études d'ingénierie spécifiques qui peuvent être également, mobilisées, seulement dans le cadre du dispositif Éco-Rénovons Paris+. On va en parler un petit peu, après. Et et en ce qui concerne des aides individuelles, donc il y a des primes individuelles accordées dans le cadre de MaPrimeRénov' copropriété, à la fois donc par l'État, par l'ANA, mais également par la ville de Paris, dans le cadre de la participation de la copropriété, de son intégration, au dispositif Éco-Rénovons Paris+, et des aides sociales peuvent, également, hem, être, accordées à certains ménages, qui se trouvent dans des situations compliquées. Voilà, et donc l'opérateur, accompagnera la copropriété et les ménages à la mobilisation donc de ces aides collectives et individuelles. Ce qu'il faut savoir concernant les aides, c'est que pour la grande majorité d'entre elles, les aides travaux en tout cas, donc elles sont touchées à la fin des travaux. D'où l'importance de réfléchir en amont du vote au financement de ces travaux. Hem, En particulier, la principale, solution pour aider, à financer les travaux et donc à donc pouvoir régler les appels de fonds, en amont du démarrage des travaux ou durant les travaux, ça va être de mettre au vote, des prêts collectifs à adhésion individuelle. Donc là, on parle de l'éco-prêt à taux zéro, mais également d'autres, voilà, d'autres prêts collectifs. Il y en a de différentes sortes, et vous pouvez également voter un préfinancement des subventions collectives et individuelles. Donc la principale banque, enfin voilà, qui propose ce type de produit, c'est la Caisse d'épargne Île-de-France, puisque effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a des subventions qui sont, attribuées, voilà, il faut voter un préfinancement. Voilà, elles peuvent pas faire partie, elles peuvent pas être incluses dans les prêts collectifs. Ensuite, donc un petit zoom sur, l'aide performantielle Éco-Rénovons Paris+. Donc c'est une des aides collectives dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Donc on l'a dit, c'est une aide au syndicat de la ville de Paris.
une aide collective aux travaux qui est progressive en fonction du niveau de performance du projet et qui peut également être complétée par des primes environnementales. Donc, qui peut en bénéficier? Donc, les copropriétés qui sont accompagnées dans Éco-Rénov' Paris Plus. Il faut un gain énergétique projeté après travaux d'au moins 15 et après le taux d'aide augmente, lorsque ce gain énergétique, augmente. Il faut que 75 des lots principaux de la copropriété soient des lots d'habitation, donc ce qui est globalement, en très grande majorité le cas, hein, pour les copropriétés, parisiennes que l'on rencontre. C'est très rare qu'on ne respecte pas ce critère, mais ça peut arriver, si, voilà, s'il y a certains commerces qui représentent, un pourcentage, plus important que 25 des lots. Il faut également qu'on ait atteint un certain taux de réponse à l'enquête d'éligibilité de la part des copropriétaires, donc en l'occurrence 70. Et il faut également que 20 des copropriétaires occupants, hem, soient modestes, très modestes selon, les plafonds, de l'ANA qui changent chaque année ou et des revenus donc situés entre 100 et 150 du plafond de ressources modestes de l'ANA. Voilà, donc ça c'est, hem, à bien noter et c'est pour ça qu'il est très important de répondre à l'enquête sociale qui est lancée dès le début de l'accompagnement par l'opérateur. Quelques dérogations sont possibles, notamment de ce critère, de 20. C'est ce qu'on appelle le critère social puisque c'est en fonction des revenus, de certains des copropriétaires. Soit, que votre copropriété soit située dans un quartier dit politique de la ville de Paris, donc c'est des quartiers prioritaires de la ville, qui sont identifiés par les services de la ville. Ou alors, que ça soit des copropriétés, en des passoires thermiques en réalité, donc avec une étiquette de départ F ou G et qui, grâce au projet, envisagé donc sortent de ce statut de passoire thermique. Donc il faut qu'il y ait un saut de 2 étiquettes énergétiques. Donc c'est-à-dire que si on est par exemple G, il faut au moins atteindre l'étiquette E, si on est F, il faut au moins atteindre l'étiquette D. Et il faut que le gain, énergétique projeté soit de 35 minimum. Voilà, dans ces cas-là, on se soustrait de ce critère, social. Donc là, je ne vais pas forcément rentrer, beaucoup dans le détail, mais ce tableau, ce qu'il vous présente, c'est la progressivité de l'aide. Avec là, en deuxième colonne, le taux d'aide qui augmente au fur et à mesure, que l'ambition en termes de rénovation énergétique du projet augmente. Il y a également des plafonds donc de travaux subventionnables par logement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, il y a une, différence entre les copropriétés, construites avant 1948 et celles qui ont été construites après. Et en l'occurrence, les copropriétés anciennes, peuvent bénéficier, enfin le plafond est plus important. Donc, puisqu'en règle générale, voilà, c'est plus difficile, en règle générale, hein, je dis bien, d'embarquer, voilà, un programme de rénovation, ambitieux sur les anciennes copropriétés. Les travaux pris en compte dans le calcul du montant de l'aide, donc c'est l'ensemble des travaux qui permettent d'atteindre un gain énergétique minimum de 15. On le voit ici, c'est le seuil. On comprend les honoraires, enfin les honoraires de maîtrise d'œuvre sont compris, dans les montants subventionnables. Et par contre, ce qui n'est pas subventionnable par l'aide, c'est, le remplacement des systèmes de production de chauffage s'ils ne sont pas, si ce ne sont pas des systèmes, à énergie renouvelable. Donc en l'occurrence, voilà, le remplacement d'une chaudière, gaz ne sera pas subventionné, par la ville de Paris dans le cadre de cette aide. Ensuite, donc je vois que l'heure tourne, donc je vais, essayer de ne pas passer trop de temps sur cette partie-là, mais il y a également des primes environnementales, donc c'est pas seulement conditionné, enfin voilà, l'idée c'est de pas seulement de subventionner les travaux de rénovation énergétique, mais aussi les travaux d'amélioration environnementale. Donc en l'occurrence, les travaux, qui permettent de réduire, ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains, donc donc
donc c'est ce qu'on appelle des îlots l'idée, c'est de mettre en place des îlots de fraîcheur. Donc globalement, ça va être, autour de la végétalisation, hein. Ensuite, c'est d'encourager l'installation d'équipements d'énergie renouvelable et de récupération et le raccordement au CPCU. Donc il y a également des aides pour ce type de travaux. D'encourager l'utilisation de matériaux biosourcés. Également d'encourager les copropriétés à s'engager dans un processus de labellisation, donc notamment le label BBC, et d'encourager également des travaux liés à la gestion des déchets qui permettent de mettre en œuvre le tri sélectif. Voilà, je vous laisserai prendre connaissance des différentes actions qui permettent d'obtenir des primes îlot de fraîcheur. Je ne vais pas avoir le temps de vous en parler. Et ensuite, sur cette slide, vous pouvez voir, donc on en a déjà parlé rapidement il y a quelques slides, mais que les copropriétés sont également aidées lorsqu'elles font le choix de sélectionner, en fait, enfin de retenir une AMO complémentaire à l'opérateur, donc dans le cadre de l'ingénierie financière, si ça semble voilà, justifié, et donc ça va être défendu par les opérateurs, mais également si donc la copropriété décide de faire appel à une autre AMO d'ingénierie financière pour l'accompagner dans son programme de travaux. Donc cette prestation sera financée dans le cadre du dispositif, et également, s'il y a besoin de mobiliser, on va dire, des études en fait complémentaires à la mission de maîtrise d'œuvre en phase conception, par exemple une étude un peu plus poussée sur la végétalisation, sur la mise en place d'énergies renouvelables, par exemple, ces prestations pourront également être subventionnées dans le cadre du dispositif. Heu, Ensuite, donc la ville de Paris, met en place également des aides individuelles. Donc quelles en sont les conditions? Donc il faut être propriétaire occupant de son logement. Il faut donc que le gain énergétique minimum, atteint par le projet global soit de 35. Donc en l'occurrence, il faut que la copropriété soit éligible. Ça correspond à l'éligibilité à l'aide collective MaPrimeRénov' copropriété, et donc c'est sous condition de ressources. Donc ce sont les ménages qui seront éligibles, ce sont les ménages identifiés comme modestes ou très modestes selon les critères de l'ANA. Et ces aides individuelles vont permettre à ces ménages modestes et très modestes d'être respectivement financés jusqu'à 100 et 80 de leur part travaux recevables hors taxes. Voilà, donc c'est vraiment bah, des aides conséquentes, voilà, qui permettent aux ménages modestes et très modestes bah, d'assumer, enfin voilà, de régler les appels de fonds, et leur permettre également à eux aussi de s'engager donc dans la démarche. Voilà, donc là, c'est pour conclure cette présentation, mais si vous êtes intéressé, bah, prenez contact dès maintenant avec l'Agence parisienne du climat en vous inscrivant sur la plateforme Coach CoPro, donc via le lien que vous voyez ici. Vous pouvez également prendre contact par mail ou par téléphone avec eux, et donc ils vous contacteront pour démarrer l'accompagnement et voir les besoins de votre copropriété. Bah, merci pour votre écoute, et donc je vais maintenant laisser la parole à monsieur Marocero, donc qui est membre du conseil syndical d'une copropriété dans le 14e arrondissement, qui a été accompagné donc dans le cadre du dispositif Éco-Rénovons Paris, donc pas Tout Éco-Rénovons à Paris fait. plus, mais le dispositif précédent, Oui. à partir de 2008. Voilà, donc je lui laisse la parole, et merci à lui. Merci à Merci. vous. Merci à vous. Donc, effectivement, je vous conseille de prendre contact avec l'APC. Alors, je décris mon immeuble peut-être en 3 minutes. On a Oui. 60 propriétaires occupants et 110 bailleurs. Donc, je m'étais posé la question, est-ce que les bailleurs vont nous suivre dans ce projet, par exemple? Ensuite, nous sommes chauffés au gaz. Nous avons fait un changement de chaudière en 2015. Et donc, nous avions déjà eu un gain d'énergie. Et puis, petit à petit, c'est posé. On commençait à avoir des dégâts vers 2017, on va dire des dégâts des eaux sous la terrasse, vous voyez, du 14e. Donc, on voit
la branche du 14e et la branche du 6e, boulevard Jourdan. Et donc, on s'est dit, bon, mais soit on fait un peu d'entretien, soit il faut faire une rénovation complète de la terrasse avec isolation. Alors, ensuite, parallèlement, on a fait l'audit énergétique en 2017. Cet audit énergétique, il nous a ouvert aussi les yeux en disant, ben, il faut, si vous faites des travaux, si vous faites des travaux uniquement de la terrasse, vous n'aurez aucune aide financière, rien du tout. Par contre, si vous êtes plus ambitieux, vous pouvez prétendre avoir des aides financières. Et là, on vous a décrit toutes les aides possibles et inimaginables, on était perdus, évidemment. Donc, on s'est rapproché de l'APC et là, on nous a dit, ben, si vous voulez qu'on vous aide, effectivement, il faut le dispositif Économie Rénovons Paris. Donc, on a fait ça en décembre 2017 ou janvier 2018. Donc, ça, on a rempli tout un dossier. Mais enfin, le syndic, lui, a un site où on trouve tous les documents qu'on veut. Moi, j'ai des factures de gaz depuis 10-12 ans, donc il n'y avait pas de problème pour les côtés énergétiques. Et on a été lauréat donc, en janvier 2018, ce qui nous a permis d'être un correspondant, d'avoir un correspondant Solia, donc, M. Damien Marie, de l'APC. Et effectivement, là, il nous a aidés sur deux choses importantes. Hein. Bon, la première chose, c'était finalement, je trouve, le cahier des charges donc pour choisir un bon maître d'œuvre. Parce que c'est essentiel, un bon maître d'œuvre. Après, bon, ça roule, tout roule bien à l'exécution, en tout cas. Donc là, comme maître d'œuvre, il nous a donné donc, un cahier des charges type qui faisait 56 pages. Donc, quand j'ai lu ça, j'étais un peu effrayé. Mais bon, il suffit de remplir de personnaliser quelques paragraphes. Donc, après, lui, il nous a dit, ben, moi, je vous conseille de faire dans ce petit appel d'offres MOE telle entreprise. Nous, on a dit, ben, nous, on connaît ceci. Le syndic a donné aussi son entreprise. Et au final, c'était le plus important, c'est-à-dire choisir un bon maître d'œuvre sur la partie conception-exécution. Et là, si vous voulez, nous, bon, dans le fond, on n'est pas trop taillé pour savoir quels sont les critères pour choisir quelqu'un. Et là, Solia nous a fait un magnifique tableau, là, je m'en souviens encore, en nous disant, ben voilà, suivant tel et tel critère, sur les 5 entreprises, c'est plutôt celui-là qui est bien, c'est plutôt celui-là qui est pas bien, etc. Donc, vous voyez, ça permet de travailler avec quelqu'un en qui on a confiance, parce qu'on pense qu'il est neutre. On ne sait pas, le syndic, bon, est-ce qu'il est moins neutre? On a confiance au syndic maintenant, mais bon, quand vous démarrez des travaux d'une telle importance, il vaut mieux avoir quelqu'un en qui on est entièrement confiant. Ça, je crois que c'était la base. Ensuite, il fallait effectivement démarrer en même temps une grosse communication vis-à-vis de nos résidents, enfin de nos copropriétaires. Et là, effectivement, ça consistait, on a tous, grâce à Solia finalement aussi, on a mis en place une base de données magnifique. On lui avait donné des noms, donc il écrit donc d'abord un premier courrier à tout le monde en expliquant que pour quelques renseignements, etc., vous pouvez avoir des subventions très importantes de la mairie de Paris ou d'autres organismes. Donc ça, on a mis quand même 1 an à avoir 70% de réponses. Donc on a beaucoup travaillé avec Solia là-dessus. Ils ont fait au moins trois rappels. Nous, à chaque appel de fonds, on mettait un mot, on met un mot dans les ascenseurs, etc. Donc c'est aussi pour cette communication, donc c'est important. Et on est arrivé finalement à avoir, en se mettant tous ensemble, une base de données dans laquelle maintenant je suis capable de dire à chaque copropriétaire, vous allez payer tant en pourcentage de vos tantièmes. Alors pourquoi je dis ça? Enfin, vous m'arrêtez si je pars trop dans les détails, mais en gros, c'est qu'en fait, Solia nous a dit maintenant, avant de passer à l'Assemblée générale, par exemple, vous devez faire une assemblée, on va dire générale, mais informelle, sans vote, et je vais expliquer exactement toutes les aides que vous pouvez avoir suivant les travaux, suivant l'importance des travaux. Et Solia, lui, il donne effectivement, il dit, pour 200, enfin, pour un logement moyen ici de 50 mètres carrés, voilà, ça vous coûte à peu près 15 000 €, etc. Et donc, le fait d'avoir mis ensemble une base de données comme ça a été magnifique, parce que avant l'Assemblée générale, on a pu se mettre dans le hall, recevoir les gens qui étaient intéressés, et là, on pouvait leur dire exactement, voilà, vous allez avoir tel quote-part, vous allez avoir telle aide de l'ANA, estimée, bien sûr, hein, voilà.
Donc ça a été un moment très important. Alors, Puisqu'on parle des aides, oui, du coup, là, sur la slide, on peut voir oui, le programme, les aides d'accord. mobilisées, si vous… Oui, d'accord. Alors, donc, nous, on a eu un programme finalement de 2 450 000 euros. Et donc, l'ANA s'est engagée à nous donner 722 000 euros d'aide collective, ça fait à peu près quand même 30%, on va dire, et des aides individuelles. Les aides individuelles, bon, actuellement, il y en a pour 30 ou 40 000 euros, mais à l'époque, il y en avait un peu plus. Bon, il y a des copropriétaires qui ont un revenu modeste. Oui, ça, j'ai peut-être oublié de le dire. Si vous avez un revenu modeste et très modeste, donc vous pouvez bénéficier d'aides individuelles qui couvrent peut-être 50 à 60% des travaux, plus l'aide collective, il ne vous reste plus grand-chose à payer. En fait. Alors, aussi, là où vous nous avez aidé, je crois qu'il faut arriver à persuader les gens à prendre le PTZ aussi. Donc, je ne sais pas, bon, je dérive un peu, mais le PTZ, c'est très important. Parce que quand vous avez le premier appel d'offres avec 25% du coût des travaux pour faire un peu de trésorerie, c'est dur. Par exemple, pour moi, c'était 15 000 euros, ben 25%, ça fait 3 750 euros. Bon, ben, si vous n'avez pas pris le prêt à taux zéro, ben, il faut quand même les sortir. Et après, tous les trimestres, vous payez 10%. Voilà, donc, on a eu 53 propriétaires qui ont pris des prêts à taux zéro et j'ai trouvé ça dommage. Heureusement, les propriétaires à revenus modestes, très modestes, ont tous pris des prêts à taux zéro et ça les a sauvés. Ben, c'est marqué, oui. Et voilà. Et on avait eu effectivement, alors là, c'était pour le changement de la chaufferie, donc on avait fait avant, effectivement, on avait eu 80 000 euros qui représentaient à peu près aussi 30% du coût de la chaufferie à condensation au gaz. Oui, puisque là, on était autour d'un taux de financement global de 30% des Voilà. travaux, à peu près. Voilà. Et donc, le gain énergétique, enfin, oui, on peut passer peut-être au gain énergétique. Donc, maintenant, on a un immeuble qui, au vu des nouveaux paramètres, on va dire, je ne sais pas comment le dire, on est passé en basse consommation avec 94 kWh par mètre carré. Et on est passé, le gaz à effet de serre est passé de l'étiquette E à l'étiquette C. Donc, c'est pas mal. Ensuite, ça me permet de mieux discuter maintenant, je trouve, enfin, j'espère, pour le système de chauffage. Donc, on a mis ça aussi, bon, ça coûte pas cher et je vous conseille de le faire. C'est un chauffage dit prédictif, c'est-à-dire que ça vous impose d'avoir un échantillonnage d'appartements, passer, vous voyez, vous en mettez au premier étage, au dernier étage, vous en mettez à l'est, à l'ouest, au sud, au nord, etc. Et vous avez une température moyenne dans l'intérieur de vos appartements. Et on a vu une différence considérable. C'est-à-dire qu'avant, j'avais effectivement des gens qui se plaignaient au dernier étage. Maintenant, ils ne se plaignent plus. Il faut que la loge du concierge, par exemple, qui était un peu un appendice par rapport à l'immeuble, inchauffable. Maintenant, la même chose que nous. Donc, vous voyez, c'est un intérêt considérable au point de vue confort. Et oui, excusez-moi. Oui, non. Je me suis laissé emporter. Non, mais c'est super. C'est super d'avoir vos retours. Je voulais peut-être revenir avant qu'on passe aux questions. On va essayer de garder un petit peu de temps pour les questions. Elisabeth, je pense qu'on va pas tarder à basculer, mais pour synthétiser finalement les facteurs de réussite du projet. Alors oui, il y a eu une petite… Oui, les facteurs de réussite, ben, c'est l'aide de Solia, ça c'est vrai. Ça nous a ensuite… ça nous a permis de choisir un bon maîtrise d'œuvre. C'est une bonne maîtrise d'œuvre, parce qu'après, on a quand même fait 60 réunions. Bon, il faut que la confiance s'installe, disons. Donc, il faut quelqu'un de très bien qui suive l'entreprise. Après, on avait hésité entre deux entreprises. C'est une entreprise de qualité un peu plus grosse et une entreprise qui faisait des prix moins chers, mais finalement, je crois qu'elle a fait faillite. Donc, on a bien fait de prendre un peu le… Et dans tous ces choix, Solia nous a aidés. Qu'est-ce qu'ils pensaient des entreprises, oui, des choses comme ça. Ça, c'était bien. Et le dernier facteur de réussite, c'est peut-être aussi, il faut que le conseil syndical, disons, soit unifié. Et là, ça n'a pas été tout à fait le cas au démarrage. Par exemple, moi, j'étais partisan d'avoir un projet
qui apporte du confort, mais qui soit le moins cher possible, c'est-à-dire l'enduit mince sur isolant. Et donc, on m'a dit, bah, mais ton immeuble, il va ressembler à un HLM. Je sais comme ça. Et la deuxième partie souhaitait du vêtage, donc quelque chose de plus cher, 800 000 € de différence quand même. Donc, ça nous a coûté une AG. Il a fallu rediscuter au sein du conseil. Voilà. Donc, il y a beaucoup de communication à faire pour réussir. Il faudrait. Alors ensuite, ça a compliqué aussi Solia, puisqu'on hésitait toujours entre 2 entreprises et plusieurs scénarios. Donc, le scénario, je fais juste l'isolation, je n'ai pas d'aide. Donc, il a fallu prouver aussi que le scénario complet nous coûtait moins cher que si on faisait d'abord la terrasse, et puis, mettons 5 ans après, si on était obligé de faire le ravalement. Donc, ça dépend de votre immeuble. Oui, enfin bon. Je donne aussi juste une dernière anecdote, par exemple, pour les propriétaires bailleurs. On n'a pas choisi justement le système d'échafaudage, on a choisi le système de nacelle, parce qu'ils avaient peur de perdre des locataires. On en a perdu très peu. Voilà. Donc, c'est ça, c'est l'écoute du conseil syndical, l'écoute un peu des résidents pour arriver à avoir un projet qui plaise. Et une entreprise réactive, puisqu'après, vous ne pouvez pas tout prévoir non plus au démarrage. Par exemple, on n'avait pas prévu le mur. Bon, après, on a trouvé que ce n'était pas assez beau, donc on a dit, bon, on va faire peindre le mur du jardin. Oui, bon. Ensuite, vous avez des choses, il faut prévoir un peu des aléas travaux. On avait le paratonnerre en haut, on pensait qu'on pouvait juste le déplacer, le réutiliser. Non, il n'était plus conforme aux normes, il faut le changer. Oui, il y a des tas de choses comme ça qui se sont passées. Merci beaucoup. De rien. Très bien, bah, écoutez, merci à tous les deux, Juliette Deux et Gérard Marocero, pour cette présentation. On va effectivement répondre aux questions des personnes qui sont présentes. Donc la première, elle est justement pour vous, Monsieur Marocero, on va vous laisser la parole. C'est quelqu'un qui dit qu'il y a une forte opposition dans sa copropriété qui freine la rénovation, et comment peut-on gérer cette situation? Alors, il faut déjà voir quelle est cette forte opposition. Enfin, je veux dire, quel est le sujet de l'opposition? Je suppose que c'est de dire le conseil syndical, enfin nous on a eu ça, vous voulez nous faire dépenser des travaux, et finalement, le gain énergétique, il est très important, et dans une copropriété comme nous, je vais gagner 30 000 € par an pour 2 450 000 € de travaux. Donc, vous avez, si c'est ça, par exemple, l'opposition, de dire ben, c'est jamais rentable. Alors, on peut répondre ben, d'abord, le coût de l'énergie beaucoup varié. Deuxièmement, on avait, nous, la taxe, la TICGN, qui devait atteindre en 2022 16 € le mégawattheure, avec la TVA, ça fait 20, alors qu'elle était que de 5,45, donc ça peut être ça. Ensuite, il faut expliquer aussi, enfin, nous, l'explication, ça a été ça. Si on fait un projet séparé, on va perdre ces subventions et ça va nous coûter plus cher de faire d'abord la terrasse et ensuite la façade. Ça a été le gros argument. Après, de dire, c'est pareil, après, il faut choisir, dans le fond, entre on entretient au coup par coup l'immeuble, c'est-à-dire j'avais l'isolation et l'étanchéité, pardon. L'étanchéité sur la terrasse, elle datait quand même de 1970. Donc, est-ce que je continuais à faire des rustines? Ça ne coûte pas cher, une rustine 2, 3, 4, mais quand vous en avez 5, 6, d'abord, vous avez des copropriétaires qui ont des dégâts des eaux qui n'en finissent perpétuels, on va dire, entre guillemets. Donc, à un moment donné, il faut choisir aussi entre entretien, investissement qui rapporte. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Merci beaucoup pour votre réponse. Et je pense que par ailleurs, le DTG qui permet d'avoir quand même une vision objective des besoins de la copropriété et de ce vers quoi on peut aller, peut aussi aider à poser les choses un petit peu de manière sereine et objective, parce qu'on peut les expliquer au mieux. Oui, c'est vrai. On avait Voilà. des fissures. Et puis ne pas hésiter aussi à faire appel à des aides pour une ingénierie financière la plus fine possible. Parfois, il y a aussi des craintes parce que, voilà, monsieur disait tout à l'heure, certains n'ont pas été vers l'éco-PTZ, peut-être qu'ils auraient dû. Voilà, parfois, il faut vraiment
mettre le paquet pour que tous ces éléments-là soient très clairs et ça peut aider. En tout cas, à cette étape-là, je ne sais pas si la question venait à ce moment-là. On a également une question sur le PPPT, le plan pluriannuel de travaux, et la question c'est est-ce qu'il doit s'inscrire dans la démarche comme le DTG? Ça, je peux y répondre si vous voulez. Donc effectivement, le plan pluriannuel de travaux, c'est une obligation à partir de 2023 jusqu'à 2025 en fonction de la taille des copropriétés. Et en fait, l'intérêt du DTG, c'est que ça répond justement à cette obligation-là, puisque avec le DTG, on va prioriser les besoins de la copropriété, que ce soit en termes de structure architecturale ou en termes énergétiques. Et donc, on va pouvoir établir quels sont les travaux prioritaires, dans quel sens, dans quel ordre on va les faire, tout en prenant en compte effectivement les gains énergétiques et les aides financières qui vont pouvoir s'ajouter à ces travaux-là. Donc effectivement, le PPPT s'inscrit très bien dans la démarche du DTG. Il peut s'inclure aussi dans celle du DPE. Ça peut être prévu en même temps, finalement. C'est aussi une obligation réglementaire. Voilà. Alors, on a une question aussi là concernant les commerces. Donc, la question, c'est tous les immeubles d'habitat privé sont éligibles au dispositif, ok, mais nombreux de ces immeubles ont un commerce ou un atelier en plein immeuble, en pied d'immeuble. Quelles sont les aides auxquelles ces derniers sont éligibles? Alors là, on rentre un peu dans, dans le détail de l'ingénierie financière, mais si la copropriété, elle a bien donc plus de 75% des lots qui sont à destination d'habitation, donc elle pourra être éligible sur la base d'obtention des autres critères, donc de l'atteinte des autres critères, à des aides collectives. Ces aides collectives sont calculées sur la base du nombre de logements, mais après, c'est réparti en fonction des tantièmes. Donc, je dis n'importe quoi, mais c'est la même chose pour des propriétaires de commerce ou potentiellement pour, par exemple, des propriétaires de parking. Il se pourrait qu'il y ait des personnes qui ne possèdent que des parkings, par exemple, au sein d'une copropriété. Si certains travaux, enfin voilà, s'ils participent au paiement, au financement finalement des travaux, donc ça c'est selon les clés de charge, mais du coup, ils bénéficieront des financements collectifs, ça leur sera finalement réparti en fonction de leur tantième sur ces clés de charge. Donc voilà, ils vont bénéficier finalement d'une part des aides collectives si jamais ils ont participé au financement des travaux de rénovation énergétique. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu. Merci, Juliette. Je peux le confirmer, effectivement, nous avons 3 commerces et des gens qui n'ont que des parkings, ils ont profité des aides collectives. À hauteur de leur tantième, tout à fait. À hauteur de leur tantième. Bien sûr. On a une question sur les énergies renouvelables, les panneaux photovoltaïques, les pompes à chaleur. Eh bien, elles peuvent tout à fait être subventionnées donc, dans le cadre du projet de rénovation global, et elles bénéficient même d'une prime, puisque effectivement la ville de Paris souhaite encourager les systèmes à énergie renouvelable. Après, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne voit pas encore forcément beaucoup. Enfin, ça dépend évidemment des types de systèmes. Les pompes à chaleur, on en rencontre un petit peu plus que des panneaux solaires photovoltaïques sur les toits, par exemple. Mais c'est aussi la vocation de ce type de dispositif d'encourager la mise en place de ces systèmes au sein des copropriétés. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un financement d'études spécifiques qui peut être obtenu si jamais la copropriété souhaite pousser plus loin l'étude de ces sujets, si ça nécessite une mission complémentaire à celle de la maîtrise d'œuvre, par exemple. Oui, il me semble qu'il y a une aide pour l'étude, mais également Pour les travaux. C'est ça, il y a les aides pour les travaux. Et ça, c'est nouveau dans le dispositif ERP+, oui. C'est ça. Donc, il y a les aides aux travaux, plus les primes, plus les aides aux études. Voilà. Merci. Une question, est-ce qu'on peut réaliser une rénovation d'un immeuble haussmannien? Alors oui, on peut. Après, on ne peut pas tout faire.
Évidemment, mettre un bardage sur la façade rue, ça va être compliqué, par exemple. Mhm. Mais L'avez-vous déjà accompagné? on a déjà accompagné des immeubles haussmanniens dans le cadre du dispositif. Après, c'est vrai que c'est un type enfin, c'est une typologie d'immeuble qui a plus de difficultés à aller au bout d'une démarche de rénovation globale pour plusieurs raisons. La première étant effectivement l'atteinte d'un gain énergétique suffisant, puisque on peut faire des choses. Donc on avait parlé des différents postes. On peut isoler la toiture, on peut remplacer les menuiseries, on peut agir sur les systèmes, mais soit parfois ça permet pas d'atteindre un gain, enfin voilà, le gain par exemple de 15 minimum pour être éligible aux aides performantielles, et du coup au vu du faible taux d'aide, la copropriété parfois décide enfin souvent, on a eu le cas, mais décide de ne pas forcément poursuivre le projet global. Mais en tout cas, elle peut tout à fait intégrer le dispositif et être accompagnée. D'ailleurs, même si elle ne bénéficie pas des aides, hein, l'accompagnement gratuit, il est dispensé de toute manière, hein. Donc en tout cas, on accompagne ces immeubles euh, dans le cadre du dispositif, et on va les aider à faire un maximum et à bénéficier d'un maximum d'aide. Mais c'est sûr que c'est plus difficile d'embarquer une rénovation énergétique globale très performante que pour une barre d'immeubles des années 70, on ne va pas se mentir. Mais on espère avoir voilà, des réalisations, enfin des projets. Des projets. Parfois, on peut isoler voilà, les cours intérieurs, les courettes, les pignons, tout dépend, et c'est aussi le rôle du Les DTG. toitures, Les les toitures, plafonds des caves, c'est ça. les, Ça, les menuiseries, même des parties communes. c'est ça. Je vous invite à regarder sur la carte des copropriétés rénovées sur la plateforme Coach Copro. Je pense que vous pourrez trouver au moins un exemple de copropriété, il me semble. J'ai regardé récemment. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Voilà. Merci. Alors, quelqu'un demande si on peut encore prendre le train en marche quand on a déjà fait un DTG, qu'on a une assistance à maîtrise d'ouvrage et qu'on s'oriente vers la définition de scénarii avec l'aide d'un architecte. Oui. Alors oui, tout à fait. Dans ce cas-là, ce qu'il faut que vous fassiez, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est vous inscrire sur Coach CoPro, présenter votre projet et là où vous en êtes à votre conseiller ou votre conseillère, qui va évaluer avec vous effectivement la pertinence des scénarios vers lesquels vous vous orientez, et si ce serait pertinent de présenter votre dossier à Ecorénovons Paris Plus. Donc, effectivement, il n'y a aucun problème pour que vous puissiez rejoindre le train en marche du moment que vous avez un DTG et un scénario sur lequel votre copropriété souhaite s'orienter. Et dans ce cas-là, on le présente maintenant, enfin voilà, dans l'état dans lequel il se trouve à ERP+. Alors, on a une question sur les énergies renouvelables et sur la CPCU. La CPCU ne s'occupe pas des petites copros qui sont trop faibles consommatrices. Donc, la ville de Paris ne peut-elle lui tordre le bras pour donner une chance à ces petites copros de réaliser de véritables gains énergétiques? Alors, ce qu'on peut vous dire, c'est que le CPCU aujourd'hui est quand même dans une phase d'extension du réseau et de facilitation aussi des branchements. Alors, on ne va pas pouvoir tordre le bras au réseau de chaleur, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment une volonté de la ville de Paris de travailler avec la CPCU pour faciliter un maximum les branchements. Et je pense que même si c'est une petite copropriété, je vois par exemple des copropriétés au fioul qui font une trentaine de lots, ce sont des copropriétés qui existent, qui sont présentes dans Paris. Et si en plus il y en a plusieurs dans un même périmètre de rue, c'est pas impossible que ce soit possible. Après, c'est une question de coût. Donc ce sont vraiment des calculs à faire et des projections à faire pour voir si c'est envisageable. Oui, complètement. En tout cas, ça peut être subventionnable. Enfin, il y a des primes
relatifs aux travaux de raccordement au CPCU dans le cadre du nouveau dispositif. Et c'est vrai que là, il y a quand même eu, il me semble, tu m'arrêtes si je me trompe, Elisabeth, mais des évolutions récentes et une volonté de la ville de Paris, effectivement, de continuer à développer, enfin, étendre le réseau de chaleur urbain et de raccorder le plus possible notamment de copropriétés, pas seulement, Oui, mais à ce réseau de chaleur. Et donc, ça peut valoir le coup. Enfin, voilà, si vous vous étiez renseigné il y a quelques années, exactement. maintenant, c'est plus transparent. Enfin, voilà, c'est plus facile. Et Enfin, plus ça vaut le coup accessible. ça Mm. vaut le coup de se reposer la question si vous en êtes toujours Mm. à un stade où c'est possible de se Il y a- poser la C'est question. c'est plus accessible d'un point de vue déjà financier. Le prix a évolué, donc il y a un classement très précis, il y a des barèmes très précis, donc ça a évolué, donc ça vaut le coup de reposer la question. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a aussi une extension du réseau pour que la ville soit le mieux possible pourvue d'accès et de raccord. Alors, le plafond des caves, ça devient important pour les appartements au rez-de-chaussée. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est uniquement pour le rez-de-chaussée? Je te laisse répondre, Juliette. Est-ce que c'était une question? Mais oui, c'est important en termes de confort et Et pour d'économie l'ensemble de d'énergie à l'immeuble. l'échelle de la copropriété. Voilà, Absolument. ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand on fait des travaux énergétiques, qu'il s'agisse de la toiture, du rez-de-chaussée ou bien sûr des façades, c'est pas uniquement ceux qui sont contre ces façades-là qui vont bénéficier de l'intérêt, mais c'est vraiment l'ensemble du bâtiment. C'est ce qu'on appelle l'enveloppe du bâtiment. Donc oui, bien sûr, ça vaut le coup de le faire et c'est l'ensemble du bâtiment qui sera plus étanche à l'air et mieux isolé. C'est pas uniquement pour les appartements qui sont directement touchés. Alors, pour plus de précision sur votre réponse, je ne sais pas de quelle réponse il parle, mais une isolation doit toujours être proposée dans le cadre d'un projet de ravalement. Ça, c'est un décret de 2017 qui s'appelle sur les travaux embarqués. Effectivement, lorsque un ravalement de façade est prévu, ou de toiture d'ailleurs, est prévu sur une copropriété, eh bien, automatiquement, l'isolation doit être envisagée. Donc, ce qu'on appelle en effet les travaux embarqués. Donc, il y a obligation de faire une étude sur cette isolation-là. Après, il y a dérogation si, pour des raisons techniques ou autres, ou patrimoniales, cette isolation ne peut pas être faite. Mais en tous les cas, il y a un décret qui oblige la copropriété à envisager l'isolation. Et enfin oui, et au-delà, en plus de cette obligation, il y a vraiment tout intérêt à se poser la question de l'ITE, enfin de l'isolation dans le cadre d'un besoin de ravalement, dans le cadre du projet global, puisqu'on arrive souvent, nous, quand on fait les simulations financières du coût des projets, avec le montant des aides, en fait, à un ravalement avec isolation qui revient aussi cher, voire moins cher que si la copropriété avait effectué le ravalement seul. Oui, oui, nous, on avait fait le calcul et c'était de toute façon, on voulait l'isolation. Et alors, le résultat est faramineux par rapport à sans isolation. Je n'ai pas de chauffage, il fait 22 degrés dans mon appartement. C'est un confort, enfin, c'est extraordinaire. Oui, et avec le prix de l'énergie aujourd'hui, c'est vraiment précieux de pouvoir Oui. limiter sa consommation d'énergie et de chauffage, Ah, bien oui. sûr. Alors, oui, pour le calcul du nouveau DPE, enfin des DPE, de toute façon, c'est important, l'isolation globale, que ce soit les câbles, le plafond, effectivement, c'était une affirmation, je crois, de Martin. Pour le calcul du nouveau DPE, ça devient important, l'isolation des câbles. Nous le confirmons. En revanche, alors, vous dites le calcul du nouveau DPE est très défavorable au logement en rez-de-chaussée. Alors, on n'est pas sur des questions de nouveaux ou d'anciens DPE. Oui, Juliette, tu voulais répondre? Oui, non, que là, je pense qu'il s'agit effectivement du calcul pour des DPE individuels.
pour les logements au rez-de-chaussée, j'imagine. Voilà, c'est ça, exactement. En effet, c'est pour ça aussi que les DPE collectifs, les DPE individuels sont différents, parce qu'effectivement, on a la réaction d'un immeuble par rapport à l'énergie, à ses déperditions énergétiques et à son absorption du facteur solaire. Il y a un calcul global qui ne va pas forcément être le même pour tout le monde, parce qu'évidemment, si vous êtes au dernier étage ou au rez-de-chaussée, vous n'allez pas avoir à titre individuel les mêmes déperditions de chaleur que ceux qui sont au milieu. Même chose, si vous êtes tout en haut, vous allez avoir beaucoup plus d'énergie solaire que si vous êtes au rez-de-chaussée. Donc, si vous êtes sur un pignon, vous allez aussi avoir non isolé, avoir plus de déperdition que si vous n'êtes pas sur un pignon. Donc oui, ça c'est vrai. Et en même temps, ces logements-là, en général, n'ont pas la même valeur à l'achat et à la vente que les autres. C'est une réalité, c'est vrai. Ensuite, quelles sont les contraintes pour les locations avec un DPE F ou G? Y a-t-il des pénalités pour les copropriétaires? Alors non, ce n'est pas pour les copropriétaires qu'il y a des pénalités. Effectivement, il y a une interdiction de mise à la location des logements progressivement, tout à fait, pour les logements. Alors, ça va être réellement en 2025, parce que les 450 kWh par mètre carré par an, c'est très rare en appartement. Mais effectivement, les logements classés G, puis F, puis E d'ailleurs, progressivement, seront interdits à la location. Et on a tout intérêt à faire des travaux en copropriété qui sont beaucoup mieux subventionnés que les travaux simplement au niveau du logement. Et puis en plus, souvent, ce sont des travaux qui peuvent se faire sur l'extérieur et non pas à l'intérieur, et donc modifier le logement. Alors, je n'ai pas lu les autres. Notre conseil syndical m'a chargé d'entreprendre avec notre syndic le DSTG de notre immeuble dans le 5e, construit entre 62 et 64, qui est classé catégorie G, passoire thermique, en raison de façades en bois avec des simples vitrages. Je vais inscrire la copropriété sur Paris Coach Copro pour démarrer le processus d'aide. Avez-vous une liste établie pour établir le DTG? Notre copropriété de 47 logements est décidée à rénover. Eh bien, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Merci pour cette bonne nouvelle et effectivement pour avancer. Donc oui, lorsque vous allez vous inscrire sur Coach CoPro, déjà vous allez avoir un conseil avec la conseillère du 5e arrondissement. Et oui, vous allez avoir accès, et vous y avez déjà accès si vous le souhaitez, à l'annuaire des professionnels Coach CoPro qui ont signé une charte. Ils se sont affiliés avec une charte qualitative. Et pour pouvoir obtenir les aides financières, notamment pour le DTG, vous devrez choisir votre prestataire parmi cette liste-là et exiger, enfin voilà, il sera exigé qu'il respecte le cahier des charges qui a été défini par l'APC pour pouvoir obtenir l'aide financière. Alors, si le syndic ignore l'obligation d'isolation en cas de ravalement, comment le contraindre? Ce n'est pas le syndic qui prend les décisions pour votre copropriété. Ça, c'est clair. Écoutez, il y a des formations qui sont proposées. Je pense qu'il faut orienter le syndic vers, s'il le souhaite, en tous les cas, vers des formations pour qu'ils soient informés des différentes aides et des différentes possibilités. Mais en tous les cas, vous, en tant que syndicat des copropriétaires, vous avez parfaitement le droit de présenter des résolutions en assemblée générale. Et votre syndic, même s'il n'est pas d'accord, n'a rien à dire de particulier. Et justement, avec la plateforme Coach CoPro, l'accompagnement se fait aussi bien avec des copropriétaires, les membres du conseil syndical, avec le syndic, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Juliette. Donc, ça ne vous empêche pas d'avancer de votre côté pour avancer une rénovation, même si je comprends bien que ce soit difficile
ce genre de situation à vivre. Mais je pense qu'il faut essayer de communiquer au mieux pour faire comprendre aux uns et aux autres l'intérêt de l'isolation et en plus connaître les aides financières qui vont avec. Donc, voilà, de nouveau, Martin parle des propriétaires bailleurs. Donc oui, mais comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, les propriétaires bailleurs vont devoir faire en sorte que leur logement atteigne au minimum une étiquette D. Ils peuvent le faire en travaux collectifs en copropriété dans le cadre de la démarche Éco-Rénovons Paris Plus dont on parle aujourd'hui. Il y avait une question sur les ITI juste avant. Je ne sais pas si tu l'as vu, Eh ben, Elisabeth. je ne l'ai pas vu, tu peux la prendre Ouais. alors. Donc, dans un programme de rénovation éligible, peut-on envisager des ITI? Donc, oui, enfin, c'est ce que du coup, j'en parlais un peu plus tôt, mais pour que ça puisse être notamment éligible aux subventions, par contre, il faut que ça soit voté en travaux privatifs d'intérêt collectif. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu jusqu'à maintenant, puisque c'est assez contraignant, mais si jamais c'était voté en travaux privatifs d'intérêt collectif, a priori, ça pourrait faire partie du programme de travaux subventionnables aux aides. Mais tout ce dont enfin, les aides dont on parlait jusqu'à maintenant étaient vraiment des aides pour le projet global de la copropriété. Donc, c'est-à-dire que elles n'ont pas vocation à aider les travaux purement privatifs au sein des logements. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas forcément précisé, mais ça sera d'autres. Enfin, il y a potentiellement d'autres types d'aides qui peuvent être mobilisées dans ce cas-là. Mais voilà, ça sera pas. Ce type de projet n'est pas accompagné dans le cadre du dispositif Éco-Rénovons Paris Plus. Je ne sais pas si je suis suffisamment claire, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on voit assez peu, mais qui pourrait, l'ITI, voilà, voter en assemblée générale en travaux privatifs d'intérêt collectif, peuvent faire partie du programme de travaux subventionnables par les aides. Oui, je pense que ce qui freine le plus dans ces cas-là, c'est pas tant la subvention, c'est plutôt l'adhésion de l'ensemble des C'est ça, copropriétaires, puisque forcément, ce sont des travaux à l'intérieur des c'est ça. logements. Donc, en général, il y a bien sûr des rénovations globales qui se font avec de l'ITI, notamment sur des bâtis qui se prêtent moins bien à l'ITE. Et souvent, ce sont des bailleurs sociaux qui peuvent faire une réhabilitation complète, donc ils vident tous les logements pour envisager des grands travaux en ITI. Et en tout cas, en termes d'efficacité de l'isolation, ça fonctionne bien quand même, en particulier sur des bâtiments, comme je le disais, qui sont moins propices, par exemple de l'haussmannien. C'est possible. Ce n'est pas un problème d'aide, c'est vraiment un problème d'organisation, je dirais, au niveau de la copropriété. C'est ça, et puis il y a aussi le sujet de perte de surface habitable, malgré tout, qui n'est pas négligeable, même si c'est quelques centimètres ou dizaines de centimètres d'épaisseur, mais qui n'est pas négligeable au vu du prix au mètre carré. Mhm. Mais c'est peut-être quelque chose qui va être amené à évoluer, justement au vu du contexte réglementaire qui va être quand même de plus en plus contraignant, mais également du coût de l'énergie, c'est peut-être quelque chose qui sera de plus en plus envisagé dans le cas des impossibilités de réaliser une isolation par l'extérieur, qui est effectivement a priori plus simple à mettre en œuvre puisque pas besoin d'intervenir dans les logements et qui est également d'ailleurs aussi plus performant d'un point de vue énergétique. Donc lorsque c'est possible, c'est vrai que c'est a priori à privilégier, mais l'ITI est une possibilité aussi. Mhm. Donc, risque que les copropriétaires se retournent contre leur copropriété si la majorité refuse de faire des travaux. Écoutez, une copropriété, il y a des règlements, il y a un règlement de copropriété, il y a des règles de vote. Donc, on se base sur ce qui a été. Enfin, voilà, un vote est un vote. On ne peut pas se retourner contre un vote s'il a été fait selon les règles de l'art.
Après, il y a des obligations à respecter, comme on le disait tout à l'heure, cette obligation à faire des travaux. Donc, il faudra toujours vraiment justifier de l'incapacité d'une manière ou d'une autre de faire ces travaux-là, si c'est une incapacité, une impossibilité technique ou autre. Mais est-ce que des copropriétaires peuvent se retourner contre leur copropriété? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. On a déjà vu des décisions de vote de travaux annulées lors de nouvelles AG pour différentes raisons. Mais voilà, dans ce, il faut effectivement que ça soit une décision prise dans le cadre des règles de la copropriété. Voilà. Mais écoutez, on arrive au terme de ce rendez-vous copro. Merci à tous les participants pour leur écoute et pour leurs questions. Merci Juliette Deux et Gérard Marocero pour vos interventions et vos réponses. Écoutez, on a eu là la présentation d'un beau projet qui permet vraiment, un dispositif qui permet vraiment de réaliser de beaux projets de rénovation. Alors, on est d'accord sur le fait que ça prend un petit peu de temps, mais allez-y progressivement, prenez contact et puis on vous aidera et on vous accompagnera au mieux. C'est notre rôle aussi bien à l'APC qu'à Soulia pour que votre immeuble puisse bénéficier d'une belle rénovation. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Merci. J'avais peut-être une petite question. Mais... Alors, il est peut-être encore temps, allez-y. Non, justement, c'était pour le DPE individuel. J'étais surpris, j'ai eu plusieurs DPE qui ont été faits dans l'immeuble. Il y en a qui sont pratiquement conformes à notre engagement, mais d'autres, je voulais savoir comment il est calculé exactement. Est-ce qu'ils prennent en compte les consommations au tantième, par exemple? Alors, on va peut-être pas aborder ça tout de suite. Non, mais ça, c'était pas... Oui, voilà, parce que c'est compliqué. Si c'est ça, ça veut dire qu'il vaut mieux attendre un an que les consommations aient chuté par deux. En tout cas, rapidement, peut-être, si vas-y. Les nouveaux calculs, enfin le nouveau DPE, donc ça c'est donc nouveau depuis début 2022, hein, si je ne me trompe pas, ne permet plus en compte la prise en compte des factures. C'est vraiment un calcul qui est fait sur la base de l'enveloppe, des caractéristiques physiques du bâtiment. Donc, en tout cas, c'est plus une méthode c'est plus ça qui est utilisé maintenant pour les DPE à la fois collectifs et individuels. Et donc, comme il y a une obligation de le mettre à jour régulièrement, voilà, je sais, ça répond à une partie de votre question en tout cas. Mais oui. Merci Juliette. On aura l'occasion. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Merci.